La cosmologie, l'astrophysique et la physique théorique n'ont absolument rien produit de tangible depuis 1960. Ces trois disciplines se sont par ailleurs construites entre 1905 et 1960, complètement hors de France. La seule contribution en matière de physique théorique est celle de Louis de Broglie en 1920. Pour la cosmologie et l'astrophysique, il faut remonter beaucoup plus loin, à l'époque napoléonienne, avec Laplace et Le Verrier. Depuis 2014, nous avons construit, à travers une suite d'articles publiés dans des revues scientifiques au plus haut niveau, un modèle cosmologique Janus qui représente une voie nouvelle, riche de confirmations observationnelles et qui pourrait constituer une première présence française dans cette discipline. Mais depuis 2014, les portes des séminaires scientifiques français sont restées hermétiquement closes. Tous les spécialistes de cette discipline n'ont répondu à nos demandes d'échanges scientifiques que par le silence. La seule réponse aux démarches que j'avais effectuées envers le seul recours en France que constitue l'Académie des sciences me parvint en janvier 2019 sous la forme d'une lettre recommandée avec accusé de réception envoyée par l'académicien Thibaut Damour, spécialiste de cosmologie. Celui-ci, se basant sur notre première présentation des équations du modèle Janus dans une publication scientifique de 2014, et ignorant ce qui avait été développé par la suite, m'annonçait dans cette lettre avoir décelé des faiblesses rédhibitoires dans notre modèle qu'il avait mises à disposition du public à travers un article non pas publié dans une revue scientifique, mais positionné dans sa page web du site de l'Institut des hautes études de Bure-sur-Yvette, où celui-ci est toujours en place d'ailleurs. Je lui réponds immédiatement en lui envoyant la copie de l'article que nous avions fait paraître dans une revue contrôlée par un référé, où justement ce pseudo-problème avait été éliminé, et en lui demandant de mentionner dans sa page web un lien vers cet article au titre d'un légitime droit de réponse scientifique. Pas de réponse. Au bout de plusieurs mois, devant l'échec de toutes mes tentatives, je finis par lui proposer de monter à Paris pour que nous puissions nous rencontrer et tous les deux seuls dans une salle, face à un tableau noir, sans enregistrement ni témoin, que je puisse avoir la possibilité de lui montrer que sa critique était devenue sans objet. Depuis 2017, pas de réponse. Un internaute ayant alors, de sa propre initiative, installé sur Internet une pétition demandant à ce que je sois entendu, a recueilli à ce jour plus de 16 000 signatures et plus de 6 000 messages de soutien, ceci sans susciter la moindre réaction de la part de l'Académie des sciences. Après que Damour ait déclaré, suite à la première capture des ondes gravitationnelles réalisée par l'installation américaine LIGO, que ceci constituait une preuve irréfutable de l'existence des trous noirs, je me suis penché sur cette question. Et j'ai publié fin 2021 une vidéo où je montre la complète incohérence mathématique de ce modèle de trou noir, ainsi que celle des travaux afférents, donc par voie de conséquence ceux de Thibaut Damour. À la demande de nombreux internautes, j'ai composé cette nouvelle vidéo où les principaux points de mon analyse sont résumés. Avant toute chose, il convient de situer le contexte dans lequel est apparu ce modèle du trou noir. En 1915, Albert Einstein a 36 ans. Il a publié en 1905 les fondements de ce qu'on appelle la relativité restreinte, et en 1915, il publie une équation qu'il rendra également célèbre et qui sert de fondement à la relativité générale. Depuis Newton, on sait que les orbites des planètes autour du Soleil ont des formes elliptiques. Ce sont des ellipses et le Soleil est situé à l'un des foyers. Sur ces trajectoires elliptiques, il existe un point qu'on appelle le périhélie, où la planète est la plus proche du Soleil. Traduction et explication de l'avance du périhélie de la planète Mercure par la théorie de la relativité générale. La déformation des orbites des planètes par rapport au cercle est ce qu'on appelle l'excentricité. Elle est en général très faible et elle est maximale pour la planète Mercure.
Les astronomes savent depuis longtemps que l'orbite de Mercure a tendance à tourner. On appelle ça la précession du périhélie. Là, c'est donné de façon très schématique. C'est très faible, mais c'est très mesurable. Et personne ne savait expliquer pourquoi il en était ainsi. En 1915, en même temps qu'il publie son équation de champ, Einstein arrive à expliquer ce phénomène à l'aide d'un calcul approché. Quelques mois plus tard, un mathématicien allemand, Karl Schwarzschild, parvient à construire une solution exacte, sans approximation, de ce problème, et il la publie. La relativité générale consiste à aborder les problèmes d'astronomie sous un angle purement géométrique. Donc là, nous avons un problème avec une masse qui est le Soleil et le vide autour. Et il faut donc construire la géométrie à l'extérieur du Soleil et à l'intérieur de la masse considérée comme une sphère emplie d'un fluide incompressible. En 1915, Albert Einstein avait donc donné une description approchée de la géométrie à l'extérieur du Soleil, ce que Karl Schwarzschild a précisé en 1916 en fournissant une solution exacte. Mais il va beaucoup plus loin, dès ce début d'année 1916, à décrire la géométrie à l'intérieur des masses. Voilà donc son second article publié en février 1916 qui précise la géométrie à l'intérieur du Soleil. Il faut préciser une chose, c'est que tous ces travaux n'ont été possibles que parce qu'un petit groupe de mathématiciens complètement géniaux ont créé cette nouvelle géométrie différentielle, cette base de la relativité générale, dans l'université de Göttingen en Allemagne. Mais ce qui se passe en Allemagne en 1930 est particulier. La plupart de ces mathématiciens et scientifiques sont juifs. Donc quand l'Allemagne nazie s'installe, tous les juifs foutent le camp et partent dans différents pays, principalement aux États-Unis. Einstein va s'installer à Princeton. En 1916, au moment où Karl Schwarzschild avait publié son travail et écrit à Einstein, il était mobilisé dans les tranchées sur le front Est et malheureusement il décède quelques mois plus tard d'une infection. La cosmologie a émigré, elle a quitté l'ancien monde pour s'installer maintenant dans le nouveau monde avec l'exode massif de tous les juifs qui ont quitté l'Allemagne. Il existe une anecdote très parlante qui se réfère à la visite de Bernhard Röst, ministre de la Recherche du Troisième Reich, à l'université de Göttingen. Et là, il rencontre Hilbert et il lui dit: Est-ce que votre université a beaucoup souffert du départ des Juifs? Nein, nein. Ah bon, docteur Hilbert? Nein, elle n'existe plus, c'est tout. Mais alors, qui reprend ces travaux extraordinaires? Eh bien, aux États-Unis, il y a bien sûr Albert Einstein, et il y a aussi un mathématicien, Richard Tolman, qui le connaît bien et qui publie avec lui des articles, et publie en particulier un livre en 1934 où il reprend tous ces éléments théoriques. Pendant ces 24 années, la connaissance de la façon dont fonctionnent les étoiles a beaucoup progressé. On a établi qu'elles tiraient leur énergie de la fusion thermonucléaire d'atomes d'hydrogène dont elles sont principalement constituées. Parmi l'éventail des destins possibles, les théoriciens ont montré que les cadavres de certaines étoiles pouvaient se constituer sous la forme d'un assemblage extrêmement compact de ces particules qui avaient été découvertes en 1932 par Anderson, les neutrons. Mais la formule a ses limites. Si la masse de ce genre d'objet atteint une valeur critique entre 2 et 3 masses solaires, les neutrons ne peuvent plus s'opposer à la formidable pression qui résulte de l'accumulation de la matière au-dessus d'eux. L'objet tend alors à imploser sur lui-même. Il existe une image susceptible de faire comprendre tout cela. Imaginons un personnage qui entasse des ampoules électriques les unes sur les autres dans un puits. Cette démarche aura également une limite. Quand la pression exercée sur les ampoules du bas dépassera le seuil de résistance du verre, toutes les ampoules se briseront et on aura une pluie de verre brisé tombant librement vers le fond du puits,
sans que rien ne puisse s'opposer à cette chute. Robert Oppenheimer est plus connu pour avoir été le maître d'œuvre de la construction de la première bombe atomique aux États-Unis. Mais en 1939, c'est un jeune chercheur qui a fait sa thèse en Allemagne, qui parle couramment l'allemand, qui fréquente Einstein, et il publie un article fondateur. Il est le premier à s'interroger sur le destin des étoiles massives qui, ayant épuisé leur carburant de fusion, s'effondrent sur elles-mêmes comme des soufflets. En exploitant ce qu'il croit comprendre du travail de Schwarzschild, il construit ce qui deviendra le modèle du trou noir, c'est-à-dire un objet qui implose sur lui-même, mais vis-à-vis duquel un observateur distant perçoit la scène en arrêt sur image. C'est-à-dire que ce phénomène d'implosion de l'étoile qui en fait dure une journée semblera durer pour l'observateur extérieur un temps infini. Après avoir publié ce brillant essai théorique en 1939, Oppenheimer, comme on le sait, se consacra aux travaux pratiques avec les effets que l'on sait. Il ne reprit plus par la suite ses travaux de cosmologie et de pure théorie, qui donc alors reprit le flambeau en s'intéressant au destin des étoiles massives qui, en implosant, donnerait naissance à cet objet aussi singulier décrit par Oppenheimer. Richard Tolman est rapidement hors course, malade, il décède en 1948. Einstein décède en 1955. Avant d'expliquer ce qui s'est passé dans l'après-guerre, il faut nous ramener en 1939. Dans ces années 30, les deux seuls qui ont eu accès aux travaux originaux de Schwarzschild, c'est Oppenheimer parce qu'il avait fait sa thèse à Göttingen en Allemagne, et Richard Tolman parce qu'il connaissait Einstein. Et tous les deux lisaient couramment l'allemand. Ce que j'explique en donnant tous les détails pour les gens ayant un niveau mathématique suffisant, c'est que ce qu'ils ont fait, sachant que Schwarzschild était mort, c'est qu'ils ont carrément pompé son travail, ils l'ont réécrit à leur façon, en effectuant ce qu'on appelle un changement de variable, et ce faisant, ils ont commis une erreur essentielle. Et c'est sur cette erreur que s'est construit le modèle du trou noir. Un théoricien qui aurait eu accès aux articles originaux de Schwarzschild aurait pu s'apercevoir de la différence. Mais encore fallait-il avoir accès à ces articles qui étaient en allemand. Je vous précise simplement que le premier article de Schwarzschild a été traduit en 1975 et le second en 1999. Comment sont nées en Allemagne ces étranges mathématiques à la fin du XIXe siècle? Je me dois d'évoquer ce qu'on appelle le concept de dimension d'un espace. Imaginons un point de cet espace, par exemple un point sur une surface comme une sphère. Eh bien, pour repérer un point sur la sphère, il nous faut deux quantités, une longitude et une latitude. Donc la sphère est un objet à deux dimensions. Considérons maintenant notre espace ambiant, l'espace de la pièce, l'espace où vous êtes en ce moment. Comment est-ce que je fais pour repérer la position d'un point dans cet espace? Eh bien, il me faut trois quantités, longueur, largeur et hauteur. Donc, nous vivons dans un espace à trois dimensions. Maintenant, imaginons une courbe. Ça, par exemple. Hein. Bon, comment est-ce que je fais pour repérer un point dans cette courbe? Eh bien, il me suffit d'une seule quantité, c'est-à-dire l'abscisse sur cette courbe. Donc, une courbe, c'est un espace à une dimension. Maintenant, pour réussir à appréhender un objet géométrique ayant une dimension donnée, il faut pouvoir le mettre dans une sorte d'espace de représentation. Par exemple, quand je prends ce plan et que je trace une courbe, eh bien cette courbe, elle est plongée dans le plan. Il me faut un plan pour essayer de la comprendre. Si je ne la mettais pas dans un plan, je ne pourrais même pas la voir. Si je considère maintenant une sphère qui est un objet à deux dimensions, si je veux comprendre sa forme, si je veux comprendre sa géométrie, il faut que je la plonge dans un espace à trois dimensions. Donc, dans un espace ayant une dimension de plus. Nous sommes habitués à qualifier une sphère de surface. Et qu'est-ce que c'est qu'une surface? Un objet géométrique qui a une dimension de moins. Reprenons maintenant cette histoire d'une courbe tracée dans un plan. Une courbe, c'est un objet à une dimension tracé dans un plan qui a deux dimensions. Donc le plan, c'est un espace de représentation de ma courbe, et la courbe,
on pourrait la considérer comme une surface à une seule dimension, puisqu'elle a une dimension de moins. Tout ça, c'est très bien. La courbe, elle a une dimension, la sphère, deux dimensions, l'espace dans lequel je respire a trois dimensions. Mais depuis M. Einstein, nous savons que nous vivons dans un espace à quatre dimensions. Alors comment se faire une idée de cet espace à quatre dimensions? Peut-être que c'est une hypersurface à quatre dimensions qui serait plongée dans un espace de dimension supérieure. Alors c'est la question que se sont posées des mathématiciens allemands au XIXe siècle. Lorsque je me suis attelé à la tâche consistant à créer à l'attention du grand public une vidéo qui représenterait la version soft de la vidéo de 5h20 que j'ai créée à l'attention des internautes ayant un niveau de mathématiques supérieur, on m'a dit, si vous mettez la moindre équation, les gens vont zapper. J'ai choisi une formule intermédiaire. Je vais être parfaitement clair avec vous. Si vous êtes réellement totalement allergique à la moindre écriture algébrique, si la vision d'un sinus ou d'un cosinus éveille chez vous des souvenirs douloureux, je vous en prie, arrêtez la vidéo. Ça ne sert à rien de souffrir bêtement. Ne vous imposez pas ces 14 minutes où il y a un soupçon, je dirais un zeste d'algèbre. Et allez carrément à la section 8. C'est à 30 minutes et 20 secondes. Les gens qui sont capables de supporter la vision d'une expression mathématique ou, pour en tirer des conclusions, la seule chose qu'on leur demande est de faire la différence entre un nombre positif et un nombre négatif, de savoir ce que c'est qu'un carré, une parenthèse, une fraction, pourront trouver dans ce qui va suivre l'illustration de cette géométrie totalement révolutionnaire née en 1900 où des géomètres ont construit des mathématiques qui permettent d'avoir prise sur la géométrie d'objets sans avoir la capacité de les voir, simplement en disposant de la formule mathématique qui les représente. Maintenant, si vous êtes réellement allergique, eh bien passez à la section 8. Un petit nombre de mathématiciens allemands au début du siècle ont donc jeté les bases d'une nouvelle discipline qui s'appelle la géométrie différentielle. Et cette géométrie différentielle, c'est le fait de se donner la possibilité d'avoir prise sur les objets géométriques sans pouvoir les voir. Un objet géométrique, pour eux, ça devient une simple formule mathématique, comme un hiéroglyphe égyptien. Je vous donne tout de suite un exemple. Vous voyez cette petite formule mathématique incompréhensible? Eh bien, vous rencontrez une mathématicienne géomètre et vous lui dites, j'ai cette formule, qu'est-ce que ça représente? Alors elle va faire quelques calculs savants, ce que j'explique dans la vidéo pour niveau maths.p, et elle vous répond, c'est une sphère. Et il pourra même vous donner le rayon de cette sphère, son périmètre, sa surface, et si vous dites, mais où avez-vous découvert ça? Ben regardez, c'est dans la formule, c'est la lettre grand R. Ah. Un peu plus loin, dans son livre de géométrie différentielle, vous découvrez un autre petit hiéroglyphe, une autre petite formule, et vous lui dites, qu'est-ce que c'est que ça? À quoi ressemble cet autre objet, défini par son hiéroglyphe? Elle fait encore sous vos yeux une série de calculs incompréhensibles, et puis la réponse arrive, c'est une sphère, c'est même la même sphère de rayon R. Mais comment est-ce possible, puisque l'expression, le petit hiéroglyphe, c'est pas le même? Et votre mathématicienne géomètre vous répond, en fait, on peut décrire un objet avec une infinité de coordonnées, qui donne une infinité de formules différentes. Mais c'est le même objet. Mais à chaque fois, les réponses que nous fournissent les mathématiques peuvent être complètement différentes. Regardez par exemple, prenons la première formule. Qu'est-ce qu'on y trouve? D'abord la lettre grand R qui est le rayon de la sphère. Mais il y a aussi les lettres grecques θ et φ qui représentent des angles. Ce sont ces deux angles, ce sont ces deux coordonnées qui me permettent de repérer un point sur cette sphère. Alors qu'est-ce qu'il signifie? Eh bien, quand je me donne des courbes θ égale constante, ce sont les parallèles. Autrement dit, ce sont des courbes qui correspondent à une latitude constante sur la sphère. Au contraire, quand je considère des courbes φ égale constante, eh bien, ce sont les méridiens, ce sont des courbes qui ont une longitude donnée. Pour la planète Terre, ce seront les fuseaux horaires.
Et au résultat, eh bien, ces deux familles de courbes me permettront de repérer les points sur la sphère. Maintenant, imaginons que je me donne une valeur de phi. Ça correspond à un méridien donné, que je représente ici en rouge. Maintenant, supposons que j'augmente cette valeur de phi de 360 degrés. Je retombe au même endroit. De 720 degrés, je retombe encore au même endroit. Autrement dit, sur cette sphère, je vais tourner en rond. Et ça, je peux m'en apercevoir simplement en regardant l'idéogramme en bas, en voyant que ma formule ne change pas quand j'augmente ou que je diminue les angles θ et φ de n'importe quelle valeur. Je tourne en rond. Donc j'en déduis que l'objet géométrique est fini, qu'il est fermé sur lui-même. Donc, vous voyez toute la puissance de cette nouvelle géométrie dans laquelle on définit les objets géométriques par une espèce de gribouillis, une espèce d'idéogramme mathématique. On n'a plus besoin de les voir. En examinant les propriétés de ce hiéroglyphe, eh bien, on en déduit la forme de l'objet. Maintenant, regardons ce nouveau hiéroglyphe, ce nouvel idéogramme qui décrit un objet géométrique. Au lieu d'avoir θ et φ, j'ai toujours deux variables, puisque c'est un objet à deux dimensions, mais maintenant, c'est phi et z. Vous avez vu tout à l'heure, notre mathématicienne avait provoqué la surprise en disant que c'était une sphère, que c'était la même sphère de rayon R, mais décrite avec d'autres coordonnées, z et phi. Alors je m'exclame, mais enfin, ces deux idéogrammes sont différents. Tout à l'heure, j'avais ceci, et maintenant, voilà que j'ai cela. Et pourtant, ils décrivent le même objet. Et ma mathématicienne me répond une nouvelle fois, et oui, un même objet peut être décrit avec des idéogrammes différents qui correspondent à des jeux de coordonnées différents. Chacun de ces idéogrammes, chacun de ces hiéroglyphes correspond à un choix particulier de coordonnées. Alors tout à l'heure, on avait des coordonnées θ et φ, et maintenant on a des coordonnées φ et z. Alors quelle est la différence? Eh bien, un même objet géométrique, exprimé dans des coordonnées différentes, fournira des renseignements sur ses propriétés. Quand cet objet, qui est une sphère, était exprimé avec les coordonnées θ et φ, eh bien, cet objet nous parlait en disant « je suis fermé, vous pouvez vous promener là-dessus comme vous voulez, vous tournerez en rond ». Quelle forme de message différent nous fournira l'expression de cette géométrie sous la forme de cet idéogramme? Eh bien, si je regarde phi, c'est un angle, donc la réponse sera « je suis un objet de révolution ». Maintenant, qu'est-ce que je peux dire de cette coordonnée z? Eh bien, dans cette équation, à gauche, j'ai un terme qui s'appelle ds carré. Or, un carré, c'est essentiellement positif. Maintenant, je regarde ce qui est à droite, dans le second membre. J'ai deux termes, la somme de deux termes. Alors, je regarde si la valeur absolue de petit z, son module qu'on marque avec deux barres verticales, est inférieur à grand R, qui est positif. Ces deux termes restent positifs. Ça veut dire que je suis bien dans la surface, tout va bien. Mais si, au contraire, petit z, le module de petit z, est supérieur à grand R, eh bien à ce moment-là, à gauche, j'ai un terme positif, et à droite, j'ai deux termes qui deviennent négatifs. Alors soudain, il y a quelque chose qui ne va pas. À gauche, j'ai quelque chose qui est essentiellement positif, qui serait égal à quelque chose qui serait au contraire négatif. Eh bien, gravez-vous bien ça dans la tête, parce que les cosmologistes et les physiciens théoriciens ne l'ont pas compris. Cela signifie simplement qu'on est en dehors de l'objet géométrique. Et là, je ne sais pas si vous réalisez le saut conceptuel que nous venons de faire. Rien qu'en regardant cette formule mathématique, nous avons déduit des propriétés géométriques de l'objet qu'elle est censée décrire. Et cela sans voir l'objet. Alors dans cette formulation, nous avons vu que cet objet était compris entre des plans z égale plus r et z égale moins r. Regardez la figure, c'est bien le cas. Je n'entrerai pas dans le détail de cette petite formule magique, la ds2 égale quelque chose. ds2, c'est le carré de quelque chose, c'est le carré d'un élément de longueur. Et ce carré ne peut pas être négatif, c'est tout. Nous allons nous donner une nouvelle formule, ds2 égale quelque chose, et nous allons tenter de découvrir les particularités de l'objet géométrique auquel cette formule se réfère, qui est toujours à deux dimensions. Ici, on a deux variables. On a une variable θ, et puis un peu plus loin, une variable φ. Et nous pouvons maintenant donner un nom à cette formule mathématique. On appelle cela une métrique, du grec métron, qui veut dire mesurer. Et vous voyez que les mathématiciens qui sont spécialistes dans ce domaine sont des géomètres. Et géomètres, c'est des gens qui mesurent.
Ici, j'ai deux grandeurs positives, grand R indice R et petit r indice G, avec en plus la relation grand R indice R supérieure à petit r indice G. Je vois aussi que je peux donner n'importe quelle valeur à θ et phi. Je peux par exemple remplacer θ par θ plus 2π, et je vois que je tourne en rond. Donc encore une fois, voilà un objet où je tourne en rond à la fois dans la grandeur θ et dans la grandeur phi. Mais alors à quoi peut ressembler cet objet? Alors je vous ai dit qu'on pouvait représenter la métrique de cet objet avec n'importe quel système de coordonnées. Alors au lieu de prendre le système θ-phi, eh bien, on va prendre le système θr avec un changement de variable que je ne précise pas, mais voilà ce qu'on obtient. Alors, j'ai toujours mes deux grandeurs, grand R indice R et petit r indice G, et j'ai maintenant un dénominateur qui est un polynôme du second degré. Alors, je m'intéresse à son signe. Pour ça, je vais représenter la fonction y qui égale moins R2 plus 2R indice R petit r plus petit rg carré moins grand R indice R carré. Vous savez que c'est une parabole, et comme le terme en R carré a un signe moins, eh bien elle a la tête en bas. Il nous reste à situer les deux points où cette parabole coupe l'axe R, ce qu'on appelle les racines de l'équation. Alors on écrit que ce polynôme est nul, et là, même si vous êtes le dernier ou la dernière des crades en maths, vous devez vous souvenir de la formule qui donne les racines d'une équation de second degré, enfin. Alors, faites un effort. Vous vous rappelez, c'est du style AR2 plus BR plus C égale 0. Puis alors, il y a deux racines. Oh, c'est R égale moins B plus ou moins racine de B2 moins 4AC sur 2A. Alors, on remplace petit a, petit b et petit c par leur valeur, on explicite, on obtient ceci, et puis on simplifie sous le radical, on obtient finalement les deux valeurs des abscisses où la parabole coupe l'axe des airs, c'est-à-dire grand R indice R plus petit r indice G, et grand R indice R moins petit r indice G. Pour que ma relation métrique garde un sens, il faut que le ds2 soit positif, quelle que soit la façon dont je me promène sur cette surface. Il faut en particulier que le dénominateur reste positif. Ceci nous donne donc une contrainte d'existence. Il faut que la valeur de la coordonnée du petit r soit située entre grand R indice R moins petit r indice G et grand R indice R plus petit r indice G. Alors je vais marquer les endroits exclus avec du gris. Donc vous voyez, si on a un objet géométrique qui est défini par sa métrique, et si cette métrique est exprimée avec certaines coordonnées, eh bien il s'agit avant tout d'explorer les valeurs des coordonnées pour lesquelles cet objet existe. Et là, je ne sais pas quelle forme a cet objet, mais je sais qu'il se situe entre les deux valeurs de petit r qui sont fixées. C'est un objet de révolution autour d'un axe, et en fait il est situé entre deux cylindres coaxiaux. Avec 3 sous de manipulation mathématique et géométrique, dont je vous ferai grâce, on peut montrer sur la base de cette simple formule qu'elle définit un objet géométrique qui est engendré par la rotation d'un cercle de rayon petit rg qu'on appelle le cercle générateur autour d'un axe. On obtient alors une surface fermée qu'on appelle un tore. La quantité grand R indice R moins petit r indice G est ce qu'on appelle le cercle de gorge. Et la quantité grand R indice R plus petit r indice G est le cercle de jante, par analogie avec la jante d'une roue automobile. Il ne viendrait à l'idée d'aucune personne ayant toute sa tête d'étudier les propriétés géométriques de la surface près de l'axe. Et pourtant, vous allez en voir de belles dans ce qui va suivre. Est-ce que ce mode de description des objets géométriques est restreint à ceux qui ont une extension limitée dans l'espace? Mais non, pas du tout. Je vais vous en donner un deuxième, toujours à deux dimensions, mais vous verrez qu'il nous fera de l'usage. Je vous donne la petite formule magique qui va nous permettre de définir cette surface. Vous voyez, c'est assez simple. Grand R indice S, eh bien, c'est une grandeur qui est positive. Phi, c'est un angle, donc ça sent un peu un objet de révolution. Et puis pour que ds carré reste positif dans tous les cas de figure, j'aurais tendance à penser que cette surface ne s'aventure pas au-delà d'un cylindre de rayon RS, c'est-à-dire qu'elle a un cercle de gorge. Alors avec deux lignes de mathématiques que je ne vous imposerai pas,
on peut construire cette surface. Tous les calculs sont donnés dans l'autre vidéo et on s'aperçoit qu'il s'agit d'une parabole couchée qui tourne autour d'un axe. Alors quand j'avais trouvé ça en 2015, je l'ai publié, c'est pas la découverte d'une nouvelle surface, c'est simplement que c'était lié au problème de relativité générale. J'avais appelé ça Diabolo, mais en fait c'était déjà pris depuis 1916 par un mathématicien allemand qui s'appelle Ludwig Flamm. Donc c'est une surface de Flamm. C'est sous ce nom que vous pourrez en trouver des images sur Internet, et c'est là où j'ai trouvé celle-ci. Je viens de vous présenter un certain nombre d'objets à deux dimensions, essentiellement la sphère, le tore, et une surface très simple décrite par le mathématicien allemand Ludwig Flamm. Mais il y a quelque chose qui les différencie. Par exemple, un tore, ça n'est pas construit comme une sphère, et une surface de Flamm, c'est très différent d'un plan. Alors qu'est-ce qui les différencie? Si vous tracez une courbe fermée dans un espace 2D, vous pouvez aussitôt tracer une courbe voisine de périmètre légèrement inférieur, et puis une autre courbe de périmètre encore plus petit, et ainsi de suite. Ici, quelle que soit la région de cet espace 2D, à l'aide de cette procédure, vous pouvez amener le périmètre de cette courbe à zéro, c'est-à-dire la faire converger vers un point. Alors on dira que cet espace 2D, cette surface 2D, est contractile. Exemple, un plan ou une sphère. En restant toujours dans le monde des objets à deux dimensions, quels sont les exemples d'objets géométriques non contractiles? Eh bien, vous avez le tore. Un tore est engendré par la rotation d'un cercle autour d'un axe situé dans le plan qui contient ce cercle. Sur ce tore, vous voyez que j'ai figuré une famille de cercles de couleur rouge. Quand on tente de contracter ce cercle, de réduire son périmètre, ça coince au niveau de la gorge du tore. On a alors un cercle de gorge en noir, de périmètre minimal. Autre objet non contractile, la surface de Flamm. À droite, j'ai fait figurer la formule mathématique qui la définit. Vous n'avez pas vraiment besoin de comprendre ce que signifie cette formule. Ce que vous devez comprendre, c'est que si je fais disparaître la surface, et si je donne simplement la formule à un mathématicien géomètre, eh bien, il saura que c'est une surface de Flamm, il vous dira qu'elle est non contractile, et que son cercle de gorge a un périmètre de pi rs. En deux dimensions, on a encore la possibilité de voir les objets, mais ce n'est plus le cas en trois et quatre dimensions. Et c'est pour ça qu'à ce moment-là, les mathématiques, c'est la seule façon d'approcher ces hypersurfaces. Néanmoins, vous allez voir qu'il reste une méthode pour savoir si une hypersurface à trois dimensions est contractible ou non. Quand il s'agissait de faire le test dans un objet à deux dimensions, on utilisait un cercle avec un certain périmètre. Et puis après, on traçait un cercle voisin avec un périmètre inférieur. Si on arrivait à amener ce périmètre à zéro, la surface était contractile. Sinon, elle était non contractile et j'avais un périmètre minimal qui était le cercle de gorge. Maintenant, en trois dimensions, au lieu d'utiliser des cercles, eh ben, on va utiliser des sphères. Alors on prendra une sphère, et puis on va prendre une sphère voisine qui a une aire plus petite, etc., etc. Une structure en poupée russe. Alors si on arrive à amener l'aire de ces sphères à zéro, sur un point, alors mon espace 3D sera contractile. Sinon, il sera non contractile, j'aurai une aire de sphère minimale, et cette sphère sera appelée une sphère de gorge. Je ne pourrai pas vous faire de démonstration d'espace tridimensionnel non contractile. Par contre, en empruntant à Newton sa pomme, je peux vous faire une démonstration d'objets tridimensionnels contractiles. Là, la surface de départ, c'est la surface de la pomme. Donc, je ne vais pas jeter la pomme de Newton, je vais la peler. Et quand je la pèle, à chaque fois, je diminue la surface dans laquelle est contenue la pomme. Vous voyez ici, l'aire de ma pomme a déjà beaucoup diminué. Je continue. Je continue. Vous voyez ici, ma pomme a déjà presque la surface d'une bille. Voilà l'étape suivante. Continuons.
Voilà. Alors il faut poursuivre l'opération avec beaucoup de soin, beaucoup d'attention, mais à la fin, la surface de la pomme finit par devenir nulle et on a fabriqué un point. Et on a aussi démontré que l'espace dans lequel nous vivions était localement contractile. En deux dimensions, comment est-ce que je peux définir les concepts d'intérieur et d'extérieur? Bon, d'abord, il faut que je considère un domaine qui va être défini par une courbe fermée. Puis cette courbe fermée, elle aura un certain périmètre. Alors si je prends une courbe qui est voisine, et si le périmètre est plus grand, eh bien je serai à l'extérieur de cette courbe. Si au contraire je prends une courbe fermée qui est voisine de cette courbe qui me définit ce domaine, et que le périmètre est inférieur, eh bien je dirais que tout point appartenant à cette courbe se trouve à l'intérieur de mon domaine. Alors le corollaire, c'est que si je suis dans un espace à deux dimensions qui est contractile, et si je considère un domaine défini par une courbe fermée, eh bien ce domaine a toujours un intérieur. C'est-à-dire qu'il y a toujours une courbe qui se trouve voisine et qui a un périmètre plus petit. Alors vous voyez tout de suite le problème qui va se poser si on a une région de l'espace qui est non contractile. Donc je vais définir un certain domaine, une courbe fermée, je peux trouver une courbe voisine qui aura un périmètre plus petit, et je continue comme ça de proche en proche jusqu'au cercle de gorge. Et quand je vais au-delà du cercle de gorge, eh bien à ce moment-là, je peux tracer une courbe, mais elle a un périmètre plus grand. C'est-à-dire tout d'un coup, ce que je croyais être l'intérieur devient l'extérieur. On est vraiment dans du Raymond DeVos. Imaginez maintenant deux explorateurs qui sont reliés par radio. L'un est resté prudemment sur la nappe supérieure, tandis que son camarade s'est aventuré dans cet univers à deux dimensions, au-delà d'un cercle tracé avec un trait noir foncé, dans l'intention d'atteindre le centre de ce cercle. Son camarade lui dit: alors ce centre, le vois-tu? Non, répond l'autre, je ne le vois pas. C'est idiot, tous les cercles ont des centres. Celui que tu as franchi avait un périmètre de pi RS, nous l'avons mesuré ensemble. Donc, au-delà, si tu franchis une distance RS, tu dois atteindre le centre. Et son camarade lui répond: écoute, j'ai couvert 3 fois cette distance, il n'y a toujours pas de centre, et je me retrouve sur des cercles qui ont des périmètres qui vont croissant. La courbure de la surface de flamme, qui a un cercle de gorge, tend à devenir nulle à l'infini. En fait, ces structures représentent une sorte de pont spatial entre deux plans. Bien sûr, j'imagine que vous n'êtes pas comme cet observateur à deux dimensions resté sur la première nappe qui persiste à se demander ce qui se trouve à l'intérieur du cercle et quel est son centre. Voici l'équivalent à 3 dimensions de cette surface de flamme, qui va donc mettre en rapport deux espaces à 3 dimensions, à travers quoi? Eh bien, à travers une sphère de gorge. De même qu'un cercle de gorge n'a pas de centre, une sphère de gorge n'en a pas non plus. Si vous avez réellement compris ce point, alors vous serez à même de comprendre toutes les sottises qui ont été faites par ceux qui ont élaboré le modèle du trou noir. Là, nous sommes à la moitié de la vidéo. Tout ce que je vous ai expliqué est déjà très difficile à assimiler. Bien que ce soit présenté avec des petits dessins assez simples, je conviens qu'il y a quand même là-dedans de quoi massacrer les neurones de quelqu'un de normal. Si vous avez des maux de tête, un léger sentiment de vertige, c'est normal. Moi, je vous suggère de faire une pause et de reprendre ça avec moi demain matin. En 1916, le mathématicien allemand Karl Schwarzschild ne publie pas un article, mais deux, avant de décéder quelques mois plus tard. Le premier article décrit la géométrie à l'extérieur du Soleil, donc dans le vide. Voici son titre: champ gravitationnel créé par une masse ponctuelle selon la théorie d'Einstein. Cet article ne sera traduit en anglais qu'en 1975. Aujourd'hui, on peut accéder à ce genre de traduction en quelques clics,
Mais dans les années 60-70, la seule chose qui était accessible, c'était les écrits de Tolman et d'Oppenheimer. Voilà le second article de Karl Schwarzschild qui traite de la géométrie et du champ gravitationnel à l'intérieur du Soleil. Alors son titre, c'est Champ gravitationnel à l'intérieur d'une sphère emplie d'un fluide incompressible en accord avec la théorie d'Einstein. Ce second article ne sera traduit en anglais qu'en 1999, alors faites le calcul, 1989 moins 1916, ça fait 83 ans. 83 ans après sa publication en langue allemande. Aucun des prétendus spécialistes de cosmologie en France ne pourrait vous décrire son contenu, et il y a même fort à parier que la plupart n'en connaissent même pas l'existence. Comment résumer ces deux articles publiés par Schwarzschild en 1916? Imaginez qu'il vous soit donné pour tâche de construire la surface qui est représentée ici. Vous disposez d'une première équation qui décrit un objet qui lui ressemble fort, du moins en partie. Alors vous vous dites, si je prends une partie de cette surface et que je la complète avec une calotte sphérique prise sur une sphère qui a le bon rayon, ça devrait pouvoir marcher. Alors vous faites les adaptations en conséquence, de manière que les deux plans tangents des deux surfaces se raccordent bien. Et c'est exactement ce que fait Karl Schwarzschild. Sauf qu'au lieu de raccorder deux surfaces à deux dimensions, il raccorde deux hypersurfaces à quatre dimensions. Alors vous savez que d'après Einstein, la masse courbe l'espace, donc une région où la densité, la masse volumique ρ est constante, correspondra à une portion d'espace à courbure constante, ce qui est illustré par la calotte sphérique. Et autour, c'est le vide. De nouveau, ici, je vais écrire quelques crottes de mouche, et pour ceux qui savent ce que c'est qu'un carré, une parenthèse, une fraction, une quantité positive, une quantité négative, je vais en déduire un certain nombre de conclusions. Mais pour ceux qui sont totalement allergiques, il leur suffira de se souvenir que Karl Schwarzschild a construit cette géométrie globale qui décrit l'intérieur et l'extérieur du Soleil en raccordant deux surfaces. Les allergiques aux mathématiques vont donc interrompre la vidéo, zapper et aller directement à la section 11 où il y a des choses assez marrantes et qui se trouvent à 50 minutes 27 secondes. Pour les autres, je continue. Première démarche de Schwarzschild, janvier 1916, il construit une solution de l'équation d'Einstein qui décrit une portion de l'univers vide, c'est-à-dire la partie qui est à l'extérieur de l'étoile. C'est une hypersurface à quatre dimensions, définie par cette belle formule qu'on appelle une métrique. Cette métrique se réfère à un objet géométrique qui possède une sphère de gorge. L'objet est non contractile. En dessous, la surface représente l'équivalent 2D, qui, elle, possède un cercle de gorge de périmètre de pi RS. Mais alors, sapristi, comment fait-on pour réaliser que l'objet géométrique défini par cette formule possède une sphère de gorge? C'est très simple. J'ai cette variable petit r, et bien quand petit r est inférieur à RS, j'ai l'impression que je serai à l'intérieur de la sphère de gorge, et bien mon ds carré va être négatif. Ça veut dire que je suis en dehors de l'hypersurface, point à la ligne. Bien sûr, vous pouvez me croire sur parole, mais je ne résiste pas à l'envie de vous expliquer comment ça se produit. Eh bien, regardez cette formule mathématique magique. Là-dedans, il y a des quantités ds, dt, dr, dθ, dφ. En mathématiques, on appelle ça des accroissements. C'est-à-dire, c'est simplement la façon dont on exprime le fait qu'on se déplace dans cette hypersurface. Maintenant, fondamentalement, il y a deux façons de se déplacer dans cette hypersurface. On peut se déplacer à la fois dans l'espace et dans le temps, mais on peut aussi rester fixe par rapport à l'espace. Alors si on reste fixe par rapport à l'espace, tous les termes en r, θ, φ sont nuls. Il ne reste que cette équation. Et ça, c'est un observateur qui est fixe par rapport à l'espace
et qui se contentent de regarder passer le temps. Mais conformément à la relativité générale, c'est-à-dire conformément à l'équation d'Einstein. Alors quand je regarde cette petite équation, oh, elle n'est pas bien méchante, qu'est-ce que je vois? Je vois un carré à gauche, ds carré, ça doit être positif. Et puis je vois deux carrés, c2 c'est le carré de la vitesse de la lumière, dt2 c'est aussi un carré, donc tout ça c'est positif. Donc pour que j'ai cohérence, qu'il y ait du positif à gauche et du positif à droite, il faut que 1 moins RS sur R soit positif. Et pour cela, eh bien, il faudra que RS sur R soit plus petit que 1, autrement dit que R soit plus grand que RS. Si R est inférieur à RS, eh bien, la quantité entre parenthèses est négative, donc mon ds carré est négatif, donc je ne suis plus dans l'hypersurface. Et cette contrainte R supérieure à RS, elle est explicitement mentionnée dans l'article de Karl Schwarzschild de janvier 1916. Sauf que dans cet article, RS, il l'appelle alpha. Tolman et Oppenheimer oublient de la mentionner dans leurs articles. Et là, ça va être la catastrophe. J'imagine qu'on va me reprocher, pour une version grand public de cette vidéo, de mettre des équations. On m'avait dit pas d'équations, pas d'équations. Bien. Alors on ne peut pas expliquer grand-chose. Et là, ce que je voudrais que vous compreniez, c'est que lorsqu'on a simplement l'équation qui définit l'objet, lorsqu'on ne peut plus voir cet objet géométrique, on peut quand même décrire ses propriétés. Alors, lorsque Schwarzschild construit cette solution, il s'aperçoit que R doit être supérieur à RS, donc il doit y avoir une sphère de gorge. Donc cet objet n'est pas contractible. Par ailleurs, cette solution géométrique est censée décrire l'extérieur de l'étoile, qui a un rayon petit r0. Donc si petit r0 est supérieur à RS, ça va. Ça veut dire que dans la construction de la géométrie complète, c'est-à-dire extérieur plus intérieur, on n'utilisera que cette partie de l'hypersurface. Schwarzschild procède de manière entièrement logique. Il a cette solution mathématique qui décrit cette espèce d'objet bizarre avec une sphère de gorge, mais il n'en utilise qu'une partie. L'autre partie, pour lui, elle est non existante. Alors là, je peux vous dire une chose, c'est que cette vision qui était celle des gens de 1915, 1916, 1917, c'est-à-dire il y a plus d'un siècle, qui savaient parfaitement ce qu'ils faisaient, et ça, aujourd'hui, ça a complètement disparu. Mais retournons au début de cette année 1916, avant que Schwarzschild ne meure de son infection. Il a donc construit la première partie de cette géométrie globale, c'est-à-dire celle qui se réfère à l'extérieur de l'étoile. Pour l'intérieur, c'est une autre solution mathématique, solution de l'équation d'Einstein. Et ça lui donne un objet dont l'image est une sphère. Et là encore, il ne va en garder qu'un morceau. La calotte sphérique qui est en bas, ça décrit l'espace courbe à l'intérieur de la sphère, à l'intérieur de l'étoile. Mais l'autre partie, ça décrit rien du tout. Donc ça n'a pas de sens. Donc on l'oublie tout simplement. Alors qu'est-ce qui reste? Eh bien, ce sont les deux éléments géométriques qui permettent de construire la géométrie globale, celle qui décrit la géométrie de l'espace à l'intérieur de cette sphère de rayon R0 qui contient la masse, et à l'extérieur où règne le vide. Ça, c'était l'époque où les gens savaient exactement ce qu'ils faisaient. Aujourd'hui, ça a beaucoup changé. Disons que depuis 60 ans, on a un peu cessé de se préoccuper d'un accord entre la théorie et l'expérience et l'observation. Peut-être parce que les cosmologistes, les astrophysiciens et les physiciens théoriciens ont cessé de suivre les impératifs de rigueur imposés par les mathématiques. Je m'aperçois que durant toute ma carrière de chercheur, je n'ai fréquenté que des mathématiciens. Pourquoi? Peut-être parce que dans les mathématiques se trouvaient les germes des idées nouvelles. Alors ça a été d'abord Lichtner Horowitz, qui vint à mon secours dans les années 70, quand j'étais en passe d'être fichu à la porte du CNRS. Et puis Grothendieck, mon voisin, dont j'étais le seul à connaître la retraite à l'époque où il s'était retiré du monde. J'ai aussi énormément appris d'un mathématicien aveugle, géomètre, Bernard Morin, qui venait passer ses vacances à Aix-en-Provence et qui m'a initié à la topologie, sans lequel le géométricon, le topologicon n'aurait jamais vu le jour. Et puis évidemment, le mathématicien Jean-Marie Souriau pendant plus d'une vingtaine d'années. Et maintenant, actuellement, eh bien, je travaille avec une mathématicienne, Nathalie Debergue.
Avec Suryo, à travers cette géométrie symplectique, j'ai découvert ce fantastique lien entre les mathématiques et la physique, qui ont apporté la clé du modèle Janus. Suryo qui n'était pas avare d'expressions de toutes sortes. Un franc-parler qui lui ferma définitivement les portes de l'Académie des sciences, malgré tous les efforts faits par André Lichner-Witt, académicien, pour l'y faire admettre. Il avait en particulier, vis-à-vis de la cosmologie et de la physique théorique, une opinion qui ne fit que s'affirmer avec l'âge. Alors que s'est-il passé? Eh bien, j'ai essayé dans un livre de situer le moment où le virage a été raté, aux alentours de 1960. Il y a aussi cette vidéo fleuve de 5h20 destinée aux gens ayant un niveau mathématique suffisant, mais il est exclu de pouvoir la résumer dans la présente vidéo. Ce que je vais me contenter de faire ici, c'est pointer le moment précis où le fil a été rompu et où l'erreur d'un certain John Wheeler, reprise par ses élèves Kip Thorne et Charles Misner, a donné naissance à cette chimère qu'est la théorie du trou noir. L'Américain John Wheeler est un grand entrepreneur en sciences physiques. Alors il a inventé la géométrodynamique. À quoi ça sert? On ne sait pas très bien. C'est très général, c'est extrêmement général, donc un jour ou l'autre, ça servira à quelque chose. Wheeler réfléchit à ce truc qu'a inventé Oppenheimer. Non, pas la bombe, le truc géométrique. Il se dit que ça doit être très vendeur. Alors il se creuse la tête pour savoir quel nom trouver pour cet objet-là. Un néutron? Non, tron c'est pour les particules, c'est pas bon. Voyons. Tiens. Un collapsar. Ah, un collapsar, c'est pas mal. Voyons, c'est un objet qui n'émet aucune lumière, il capte tout, il émet rien. Oh, j'ai trouvé. On va appeler ça un trou noir. Mais c'est un truc géométrique et il faut que ça émerge d'une équation de champ. Pourquoi pas l'équation de champ d'Einstein sans second membre? Bon, ça décrit une portion de l'espace-temps où il n'y a rien. Mais avec le rien, on arrive toujours à faire quelque chose. Alors il y a cette solution de l'équation d'Einstein, la solution de Schwarzschild, ça serait pas mal. Le problème, c'est d'arriver à rentrer à l'intérieur de cette sphère. Alors, est-ce que je pourrais parler au professeur Wheeler? Oui, c'est Wheeler au téléphone. Je m'appelle Martin Kruskal. J'ai trouvé le moyen de rentrer dans votre sphère de Schwarzschild avec un DS2 positif. Very interesting. Comment faites-vous? Très simple, avec un changement de variable, avec le nouvelle coordinate, plus de problème. C'est formidable, vous avez résolu le problème. Ce qui se passe, c'est qu'en 1960, les gens n'ont plus aucune prise sur la géométrie différentielle. Kruskal n'a rien résolu du tout. En fait, grâce à une erreur de calcul de toute beauté que j'explique dans ma vidéo fleuve, il a réussi à pénétrer à l'intérieur d'une sphère de Gorge. Et là, vous allez assister à un tour de passe-passe de toute beauté. Vous vous rappelez les termes de tout à l'heure, avec le ds carré. À l'extérieur de la sphère de Gorge, quand petit r est supérieur à grand RS, alors à ce moment-là, 1 moins grand R S sur R est positif. Et dans l'expression, le premier terme est positif et le second terme négatif. Vous trouverez toutes les explications de cette situation dans la vidéo fleuve. Mais supposons, comme le dit Kruskal, qu'on puisse rentrer à l'intérieur de la sphère de rayon grand R à 10s, c'est-à-dire ce qu'on appelle la sphère de Schwarzschild. Alors petit r va devenir inférieur à grand R à 10s, 1 moins grand RS sur R va devenir négatif, et les signes des termes vont être inversés. Ce changement de signe affectant gravement les lois de la relativité, ceci aurait pu déstabiliser des gens moins aguerris que John Wheeler, mais celui-ci trouve tout de suite la solution. À l'intérieur de cette sphère, c'est-à-dire à l'intérieur du trou noir, eh bien T devient le rayon et R devient le temps. Les vitesses se mesurent alors en secondes par mètre.
Il transmet alors cette analyse à ses deux jeunes élèves, Kip Thorne et Charles Misner. Tous trois ne tardèrent pas, en 1973, à co-signer ces paroles prophétiques dans un ouvrage de 1200 pages, considéré dans le monde entier comme la Bible de la cosmologie. Je veux parler de leur célèbre ouvrage Gravitation. C'est dans ce même ouvrage que nous allons chercher ces phrases. Elles sont à la page 823. Mais avant de prendre connaissance de propos aussi lumineux, il est indispensable de prendre certaines précautions. Je reviens tout de suite. Bien, maintenant que je me suis équipé, on va reprendre cette page 823. Comportement des coordonnées en R égale 2m sur la sphère de Schwarzschild. Puisque la géométrie de l'espace-temps se comporte bien quand R est égal à 2m au rayon de Schwarzschild, le comportement singulier des composants de la métrique sur cette sphère traduit une pathologie des coordonnées t, r, θ et φ. Il faut donc trouver le moyen de se débarrasser de cette pathologie en décrivant l'intérieur de cette sphère avec un nouveau système de coordonnées. Avant cela, il est important de comprendre la nature précise de cette pathologie. En R égale 2m, ce phénomène traduit l'inversion des rôles respectifs de t et de r en tant que coordonnées de temps et d'espace. Sur la région R supérieure à 2m, à l'extérieur de la sphère de Schwarzschild, la coordonnée de t est temporelle et la coordonnée de r est de nature spatiale. Mais dans la région R inférieure à 2m, à l'intérieur de la sphère de Schwarzschild, la coordonnée t devient spatiale et la coordonnée r devient la coordonnée de temps. Quel est le sens du changement de nature de cette coordonnée r qui, en perdant son caractère de coordonnée spatiale, s'identifie alors au temps à l'intérieur de la sphère de Schwarzschild? Dans son vaisseau, l'explorateur qui s'approche de la sphère R égale 2m, ce que traduit la décroissance de la coordonnée petit r, a toujours la possibilité d'inverser la poussée de ses fusées en faisant en sorte que R croisse et qu'il s'éloigne. Tout change une fois la sphère R égale 2m franchie. Cette diminution de la coordonnée R se poursuit, mais doit alors être identifiée à l'irréversible écoulement du temps. Cette force invisible qui nous fait vieillir bon gré mal gré de 20 à 40 ans, puis de 40 à 80 ans, fait aussi avancer la fusée de la coordonnée temporelle R égale 2m à une valeur ultérieure correspondant à R égale 0. Aucun acte de volonté humaine, aucun moteur, aucune fusée, aucune force ne peut suspendre le cours du temps. Ainsi, aussi sûrement que les cellules du corps finissent par mourir, la montre du voyageur égrène les minutes, tandis que la valeur de la coordonnée R, cette nouvelle coordonnée de temps, passe inéluctablement de la valeur 2m à la valeur 0. Bien, vous comprenez pourquoi j'ai préféré porter cet équipement afin d'éviter d'être ébloui par des pensées aussi lumineuses. Le fait de vouloir construire un modèle de trou noir à partir de la solution de Schwarzschild pour un univers vide, qui a justement une sphère de Gorge, c'est une aberration. Mais cela reste la thèse officielle depuis 60 ans. Tenez par exemple ici un très court extrait d'une conférence d'Aurélien Barraud donnée au Collège de France à la demande de l'académicienne Françoise Combes. Assez précis et non métaphorique qu'on peut considérer que dans le trou noir, l'espace et le temps vont en quelque sorte s'interchanger l'un l'autre. Précis et non métaphorique, mais c'est ce qui s'enseigne dans toutes les universités du monde entier.
Des gens qui ne font que répéter comme des perroquets ce qu'ils ont appris dans leurs études et qu'ils enseignent à leur tour. Non seulement il est devenu élastique, mais il est devenu plastique, fluide. L'espace coule vers l'intérieur. Partout ici, j'ai de l'espace-temps, ma toile espace-temps, comme on dit, mais cette toile espace-temps, qui était élastique, j'ai dépassé la limite d'élasticité. Je suis maintenant à la rupture. C'est-à-dire mon espace-temps est comme un milieu élastique, et si je tire trop sur un milieu élastique, ça se déchire. Et ça, c'est un déchirement d'espace-temps. Il n'y a plus d'espace-temps. C'est ce qu'on appelle la singularité à l'intérieur du trou noir. Donc vous voyez que caché à l'intérieur du trou noir, il n'y a pas un point, il n'y a pas un centre. C'est faux de penser que toute la matière tombe au centre. Il y a la fin du temps. Le temps s'arrête et l'espace cesse d'exister. C'est pour ça que c'était violent quand on a compris ça. Il y a même encore des gens qui refusent de pas au trou noir. Je pense que si on avait dit à Karl Schwarzschild qu'on construirait un jour, à partir de cette solution de l'équation d'Einstein, un tel conte de fées, il aurait ouvert des yeux ronds. Dans une vidéo fleuve, il ne m'a pas fallu moins de 5h20 pour passer en revue toutes les incohérences mathématiques du modèle du trou noir. J'ai commencé à mettre cette vidéo en ligne fin décembre 2021. Au moment où j'écris ces lignes, nous sommes en février 2022. 2 mois plus tard, les spécialistes des trous noirs n'ont absolument pas réagi et il y a gros à parier qu'au moment où vous regarderez cette vidéo, il en sera toujours ainsi. Dans la présente vidéo, je n'ai fait que jeter un coup de projecteur sur l'une de ces incohérences liées à la méconnaissance, donc à l'incompréhension complète des travaux de 1916 du mathématicien géomètre Karl Schwarzschild. Il y en a bien d'autres. L'une des idées clés qui sous-tend le modèle du trou noir est qu'un observateur extérieur qui serait témoin de l'implosion d'une étoile massive verrait le phénomène se dérouler pour lui en un temps infini, dans une sorte d'arrêt sur image. Ceci est simplement dû à un mauvais choix de la coordonnée de temps. Dans un choix alternatif beaucoup plus sain mathématiquement au sens où il fait disparaître la singularité de la sphère de Schwarzschild, publié en 1924 par l'astrophysicien anglais Arthur Eddington, ce phénomène d'arrêt sur image disparaît, et alors sous les yeux de l'observateur, ce n'est pas l'étoile qui implose, c'est le modèle du trou noir. Même des esprits très brillants comme Hawking et Penrose sont complètement tombés dans le panneau. On pourrait dire que vis-à-vis de cette véritable géométrie de la solution de Schwarzschild, qui correspond à cette figure, ils ont en quelque sorte imaginé ceci. C'est-à-dire que cet objet est un intérieur qui se prolonge jusqu'à une singularité centrale. Personne, depuis toutes ces années, ne s'est aperçu que le calcul de Kruskal, qui prétend pouvoir permettre de rentrer à l'intérieur de cette sphère, est en fait faux. Chandrasekhar, prix Nobel, auteur d'un traité intitulé Mathématiques des trous noirs, est même allé jusqu'à calculer la trajectoire des particules tombant vers le centre de ces trous noirs. Roger Penrose, mathématicien, a reçu le prix Nobel en 2020 pour avoir montré que les trous noirs appartenaient nécessairement à la relativité générale et que ceux-ci devaient inéluctablement posséder une singularité centrale, à propos de laquelle il avait produit plusieurs théorèmes. Or, cette singularité n'existe que dans l'imagination de ces gens. La thermodynamique des trous noirs, chère à Juan Maldacena, le rayonnement de Hawking, les calculs de Kip Thorne, prix Nobel 2017, et de l'académicien Thibaut Damour, prix Balzan 2021, interprétant les signaux des ondes gravitationnelles comme résultat de la fusion de trous noirs, sont faux et ne sont que l'expression d'une pseudo-science, pour la raison toute simple que ces objets n'existent pas. À cela, certains objecteront qu'on a obtenu une photographie du trou noir. En 2017, à l'aide d'un réseau de radiotélescopes distants de plusieurs milliers de kilomètres distribués sur la Terre, on a obtenu une image dite en fausse couleur. Regardez en bas de l'image cette barre colorée qui va du noir tout à fait à gauche au jaune clair tout à fait à droite. Elle indique comment on a codé la température de brillance de la source, un quasar situé au centre de la galaxie active M87.
Si maintenant nous prélevons sur ce cliché deux petits secteurs correspondant l'un en périphérie à la partie la plus brillante et l'autre à la partie la plus sombre au centre, et en les comparant avec notre échelle de couleurs, cela va nous permettre d'évaluer les températures des deux régions considérées. Qu'est-ce qu'on obtient? Dans les 5,5 milliards de degrés pour la partie la plus chaude, à droite, et autour de 1,8 milliard pour la partie la plus froide. Or, si c'était un trou noir, on devrait mesurer zéro. Il semble donc qu'on a plutôt affaire à une sorte de trou gris géant. Quand on a la température de la source, on peut en tirer la longueur d'onde du rayonnement, qui varie comme son inverse. Les chiffres obtenus nous donnent alors un rapport 5,5 sur 1,8, c'est-à-dire 3. On obtient ce qu'on appelle un redshift gravitationnel de 3. Celui-ci est alors d'origine gravitationnelle. Si vous voulez tout savoir sur le redshift gravitationnel et comment le calculer à partir de la solution de Schwarzschild, allez voir dans la vidéo de 5 heures. Ceci est une image de ce qui se passe quand des photons, représentés par des petits grains colorés, quittent la surface d'un objet émissif. Tout se passe comme s'ils avaient une côte à gravir et que, ce faisant, ils perdent de l'énergie. La courbe orange se réfère à l'extérieur de l'objet. Là, on est dans une configuration de type trou noir. Le rayon de l'objet, petit r0, est alors égal au rayon de Schwarzschild. Les photons, en quittant l'objet, perdent toute leur énergie. Le redshift est infini, et dans l'image d'un tel objet, sa partie centrale apparaîtra alors complètement noire. Envisageons maintenant une situation où un objet produit un redshift gravitationnel de 3. Les photons, en le quittant, rougissent, mais pas au point de perdre toute leur énergie. Regardez à l'extérieur cette couleur rouge sombre. Les deux figures se ressemblent beaucoup, mais en fait elles sont différentes. Regardez, j'alterne. Mais alors, qu'est-ce que cet objet qui est au centre de la galaxie M87 et qui fournit un redshift de 3? Sa masse est certes très importante. On l'évalue à 6 milliards de masses solaires. Il est également très concentré. Mais sur la simple base des données observationnelles, ça n'est pas un trou noir. Et je prédis que l'observation amènera au même constat pour l'objet de 4 millions de masses solaires qui se trouve au centre de notre galaxie et dont la masse a pu être évaluée en mesurant les trajectoires des planètes qui orbitent très rapidement autour de lui. Mais d'où vient cette idée de trou noir? Prenons l'exemple d'objets dont l'existence est avérée, les étoiles à neutrons. On en connaît plusieurs milliers. Et on a mesuré la masse d'une douzaine d'entre elles. Elles ont toutes en principe la même densité, qui correspond à cette image de cette espèce de puits dans lequel on entasse des ampoules électriques. Dans les étoiles à neutrons, ce ne sont pas les ampoules électriques qui sont les unes contre les autres, ce sont les neutrons. Si la masse de ces étoiles à neutrons dépasse de 5 à 3 masses solaires, les neutrons ne sont plus capables de résister à la pression et l'objet alors implose. Depuis 1960, le modèle du trou noir constitue la réponse à un tel problème. Mais si les valeurs des masses des étoiles à neutrons qui ont été mesurées, qui tournent autour de 1,4-1,5 masses solaires, restent inférieures à la valeur critique, qui correspond à 2,5 à 3 masses solaires, il existe des tas de phénomènes qui feraient que cette masse critique pourrait être amenée à être dépassée. On sait par exemple qu'il existe une multitude d'étoiles à neutrons qui sont en couple avec une étoile émissive. Celle-ci émet ce qu'on appelle du vent stellaire, équivalent pour le Soleil du vent solaire. Au fil des millions d'années ou des dizaines de millions d'années, ces exhalaisons très légères suffisent par accumulation de matière à faire entrer l'étoile à neutrons compagne en état de criticité. Il a été montré que des systèmes formés par un couple d'étoiles à neutrons n'étaient pas des systèmes stables et qu'en perdant de l'énergie par émission d'ondes gravitationnelles, ces deux étoiles finiraient par fusionner. Si la somme de leur masse excède 2,5 à 3 masses solaires, nouvelle source d'entrée en criticité.
Enfin, les étoiles massives accumulent en leur centre du fer, qui est en quelque sorte la cendre de la fusion. Lors de leur fin explosive, quand elles se transforment en supernovae, cette sphère de fer se trouve écrasée par rétrocompression et se mue alors en étoile à neutrons, dont la masse est alors celle de cette masse métallique. Plus l'étoile est massive, plus le noyau métallique est important, et peut alors dépasser de 5 à 3 masses solaires. Nouvelle source de criticité. Pour ces trois raisons, si le modèle du trou noir doit être abandonné, une réponse alternative doit être fournie. Nous l'avons trouvé dans un examen attentif du second papier de Karl Schwarzschild de 1916. Celui-ci, n'ayant fait l'objet d'une traduction anglaise qu'en 1999, n'avait jamais été analysé, la plupart des cosmologistes allant même jusqu'à ignorer son existence. Schwarzschild a donc montré dès février 1916 que quand la masse de l'étoile croît, une criticité physique se manifeste en son centre, où la densité volumique d'énergie et la vitesse de la lumière atteignent soudain une valeur infinie lorsque la masse est 0,838 fois la masse classique de 2,5 à 3 masses solaires, ce qui ramène cette criticité à 2 à 2,5 masses solaires. Cela a été une aventure tout à fait extraordinaire de se plonger dans ce texte vieux d'un siècle, et dans la vidéo longue, vous verrez comment on découvre les phrases clés dont je donne phrase après phrase toutes les traductions. Vous voyez ici, au centre de l'étoile, au fur et à mesure que la masse augmente, l'intensité de la pression augmente avec la vitesse de la lumière. Ligne suivante, au centre de la sphère, la vitesse de la lumière et la pression deviennent infinies. Bon, je ne vais pas reprendre tout ce passage une deuxième fois. Si vous en êtes curieux, vous irez voir dans la vidéo longue. Ce que je peux vous dire, c'est qu'on est sacrément plus à l'aise avec ces scientifiques de 1915, 1916, 1917 qu'avec les couillonnades des cosmologistes d'aujourd'hui. En septembre 2021, j'ai soudain découvert deux nouveaux travaux de 1916 du mathématicien allemand Ludwig Flamm et de 1917 du mathématicien allemand Hermann Weyl, qui n'ont été traduits qu'en 2012 et 2015. Je n'ai pas de photographie de Ludwig Flamm de l'époque, mais en voilà une d'Hermann Weyl. Ils ont tous les deux 30 ans, et en quelques mois, en maîtrisant tous ces concepts de géométrie, ils ont parfaitement mis en lumière des choses que j'ai mis 25 ans à comprendre. Ce que montre le travail d'Hermann Weyl, lorsque cette criticité physique est atteinte, une altération topologique survient au centre de l'étoile, où la masse en excès se trouve inversée. Cette masse négative cesse alors d'interagir avec la matière ordinaire et se trouve expulsée en dehors de l'étoile. Le comportement d'une étoile à neutrons qui monte ainsi vers sa situation critique peut être comparé à celui d'une chasse d'eau ou d'un récipient muni à sa base d'une bonde, elle-même reliée à un flotteur. Comme en anglais bond se dit plug, nous suggérons pour fixer les idées de qualifier de tels objets de plug stars. Quand la masse de l'étoile à neutrons s'accroît, l'excès de matière est automatiquement inversé et éliminé, et la masse de l'étoile est maintenue juste en dessous de cette valeur, de cette criticité physique correspondant à une masse de 2 à 2,5 masses solaires seulement. Dans le cas d'un léger rapport dû à une étoile compagne, cela ressemblera à une légère fuite. Dans le cas de la fusion de deux étoiles à neutrons, la masse en excès est alors brutalement inversée, ce qui entraîne l'émission d'une onde gravitationnelle traduisant une dissipation d'énergie équivalent à 4 à 5 fois la masse du Soleil. C'est la non prise en compte d'un tel phénomène qui amène Kip Thorne à surévaluer totalement la valeur des masses incidentes. Les calculs lui ayant valu le prix Nobel seraient tout simplement faux, de même que ceux effectués par le Français Thibaut Damour. La fusion de deux étoiles à neutrons subcritiques ne donnerait pas naissance en termes de reliquat à une étoile à neutrons subcritique, mais à un objet de masse négative entouré d'un reliquat de masse positive froide. Les objets que l'on appelle des proplides et que l'on voit ici se détachant sur le fond de la nébuleuse d'Orion pourraient correspondre à de tels reliquats.
Les objets situés au centre des galaxies de masse considérable ne sont pas des trous noirs, mais selon nous des objets également subcritiques, mais d'une origine totalement différente. Cette condition d'objet subcritique se révèle à travers les observations faites sur l'objet au centre de la galaxie M87, car en effet, un objet dont la masse est égale à 0,838 fois la masse critique géométrique classique, la masse de Schwarzschild, produit un redshift de 3. Voilà l'image que produirait un tel objet donnant un redshift gravitationnel de 3 en son centre, en symétrie sphérique. L'objet au centre de M87 est distordu à cause de la rotation. Il y aura dans l'avenir d'autres clichés correspondant à d'autres objets de ce type et nous conjecturons qu'ils auront tous au plus un redshift de 3. Il existe des galaxies, dites galaxies de Hauge, qui comportent un anneau de gaz peuplé d'étoiles jeunes et qui convergent vers le centre de cette galaxie. Ces étoiles qui viennent juste de se former émettent de l'ultraviolet qui ionise le gaz interstellaire aux alentours. Toutes les inhomogénéités qu'on trouve dans les galaxies, comme la structure spirale, sont ce qu'on appelle des ondes de densité. Les bras spiraux des galaxies sont analogues à des ondes de choc et les fronts d'ondes sont orientés dans le sens de la concavité. Même chose pour les galaxies de Hauge, qui sont comparables à des tsunamis qui convergent vers le centre galactique. La figure ci-après, la figure du haut, représente une coupe d'une galaxie avec des lignes de force qui sont les lignes du faible champ magnétique d'un millionième de Gauss qui préexiste dans la galaxie. L'anneau de la galaxie de Hauge est fait par les étoiles jeunes. Et cet anneau converge vers le centre galactique. Donc il emmène avec lui les lignes du champ magnétique. Un peu comme un moissonneur qui serrerait des épis de blé les uns contre les autres pour faire une botte. Et ce faisant, il renforce ce champ. Lorsque cette vague de matière arrive au centre, eh bien, elle se transforme en une boule de plasma extrêmement chaud dans laquelle la température de fusion est largement dépassée. Le champ magnétique atteint une valeur considérable, il est dipolaire. On obtient ce qu'on appelle une quasi-étoile, c'est-à-dire un quasar, dans lequel la fusion se produit dans l'ensemble de la masse. Et évidemment, cet objet émet autant d'énergie qu'une galaxie tout entière. Et cette énergie est émise sous la forme de deux lobes qui sont orientés dans le sens du champ magnétique. Alors comme ce champ magnétique est décroissant, ça joue un rôle d'accélérateur de particules, et les particules ainsi éjectées sont accélérées en leur donnant des énergies considérables, et c'est l'origine des rayons cosmiques. Au bout d'un certain temps, évidemment long par rapport à une vie humaine ou à une civilisation humaine, ce phénomène finit par s'arrêter. Les objets supermassifs qui sont au centre des galaxies sont tout simplement ce qui reste du quasar quand l'émission d'énergie cesse. Les figures sont extraites d'un livre que j'avais fait paraître aux éditions Albin Michel en 1997, c'est-à-dire il y a 25 ans. Et je me rappelle ce qu'avait dit le pauvre journaliste qui m'avait interviewé en radio. Il avait terminé l'interview en disant « Je le fais quand même, mais je sais que ça me sera reproché ». Eh bien, je crois que le moment est venu de conclure. Je reviens tout de suite. Vous aurez peut-être remarqué que dans le monde, tout est une question de pouvoir. Et comment voulez-vous qu'il en soit différemment dans le monde des sciences? C'est exactement la même chose. Les groupes qui ont acquis un certain pouvoir tiennent à le conserver. Et le pouvoir, c'est aussi l'information, donc la presse, donc les médias. Et je crois que vous commencez à comprendre qu'en France, le mot liberté de presse commence à devenir quelque chose qui fait sourire. Les grands groupes financiers se sont assurés le contrôle de la presse écrite, des médias, des télévisions. Vous connaissez l'adage, toute vérité n'est pas bonne à dire, et c'est encore plus vrai en science qu'ailleurs. La vérité, mais c'est ce qu'il y a de plus dangereux, de plus incontrôlable. Si vous êtes un tant soit peu observateur, vous aurez remarqué que je suis remarquablement absent sur les plateaux des télévisions et dans les colonnes des revues de vulgarisation scientifique. Remarquablement absent de la presse en général, quelle que soit sa forme. Dans le monde,
Le mensonge est roi, on gouverne avec des mensonges, on gère avec des mensonges. Et en science, on fait de même. On s'arrange pour que le public finisse par ne plus faire la différence entre une image de synthèse et la réalité. Dans le monde des sciences, le mensonge le plus commode, celui pour lequel on est à coup sûr assuré de l'impunité, est le mensonge par omission. Dans le livre dont on me dit qu'il sortira le 10 mars, j'ai expliqué que depuis 60 ans, la cosmologie, l'astrophysique et la physique théorique connaissaient une crise absolument épouvantable. Comme ils n'ont finalement rien de tangible à vous proposer, les petits barons de la science contemporaine s'efforcent quotidiennement de vous faire prendre leur vessie pour une lanterne. Il existe un champ d'activité scientifique où le mensonge est plus difficile à vendre. Ce sont les mathématiques. C'est peut-être la raison pour laquelle j'ai préféré fréquenter des gens comme Lichnerowitz, Grothendieck, Soriot. Donc, dans un monde où le mensonge se généralise absolument dans tous les domaines, j'ai voulu m'offrir un luxe, un petit moment de vérité. Je me suis donc plongé à l'automne 2021 dans la théorie du trou noir et la vidéo de 5h20 que j'ai mis en ligne représente mes conclusions. Ce modèle est d'une totale incohérence sur le plan mathématique et au passage, ceci remet en cause les conclusions des travaux du prix Nobel Kip Thorne et de l'académicien Thibaut Damour qui n'a pas hésité à déclarer immédiatement que les dernières observations étaient la preuve indéniable de l'existence des trous noirs. Si mes conclusions sont erronées et ne font que témoigner de mon incompétence, alors une mise au point musclée aurait dû intervenir. Un de nos experts aurait dû se charger de me remettre à ma place. Mais vous avez pu le remarquer, depuis décembre 2021, rien. Personne ne bouge.